Et Joseph Simon, qui est directeur commercial d'Innovation and Trust. Eh bien, bonjour Joseph. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Joseph, c'est quoi les dark data exactement? On est tous la même Merci, définition. merci Eric. Oui, les dark data, c'est vraiment tout ce que les entreprises laissent traîner sur leur disque au quotidien, dans les habitudes de tous les jours. On fait des copies un peu dans tous les sens. On essaye de sécuriser en mettant dans des dossiers différents. On laisse s'enregistrer des centaines et des milliers de mails. Voilà, donc les dark data, c'est tout ce qui occupe de l'espace sur les disques et qu'on oublie dans le temps et qui s'accumule de façon euh, un peu exagérée. Si on creuse ça de manière un petit peu plus fine, en regardant les chiffres, plus d'1,3 milliard de gigaoctets générés tous les ans, c'est colossal. Et en fait, nous, on s'est inquiété sous la pression de nos clients qui nous demandent mais c'est quoi l'empreinte carbone de vos serveurs? C'est quoi l'empreinte carbone de toutes les données qu'on vous confie, puisqu'on est hébergeur de confiance pour de nombreux clients. Et on a regardé le côté empreinte environnementale de ces dark data qui se stockent un peu partout dans les entreprises, en essayant d'amener et de faire émerger cette prise de conscience. Si on regarde de plus près ce qui se passe, les serveurs informatiques en France, enfin tout l'environnement informatique en France, et les serveurs de stockage représentent à peu près 14% de l'empreinte carbone de tous ces serveurs. On s'est dit qu'il y avait vraiment là quelque chose à faire et qu'il y avait une valeur ajoutée complémentaire à apporter. Au-delà de la réduction des dark data, c'était d'amener une prise de conscience du fait que la donnée que l'on va stocker, eh bien, elle a de l'importance. Elle a de l'importance pas seulement pour l'information qu'un véhicule, mais aussi pour l'impact qu'elle a sur notre vie quotidienne et sur les empreintes carbone. D'autant qu'avec l'évolution des IoT, on va, si on fait rien, on va avoir une progression de l'ordre de 60% d'ici 2040. C'est ce que nous annoncent les différents analystes. Et il est vraiment essentiel d'aller faire quelque chose pour éviter de, que ce processus d'accumulation ne prenne de plus en plus d'espace. D'autant qu'il y a un coût pour les entreprises et c'est un coût qui est caché. C'est pour ça que la notion de dark data a été mise en évidence. C'est que ce sont des coûts cachés sur lesquels les entreprises au quotidien ont des factures, payent du serveur, payent du disque, payent du backup, parce que quand on pense au coût d'un disque, on a du mal à imaginer qu'en fait ce disque, il faut le mettre dans un serveur, il faut des infrastructures, il faut des gens pour les manager, il faut des gens pour faire les backups. Donc les coûts qui se cachent derrière sont assez importants. Et je le disais, c'est pas des coûts qui sont liés uniquement au contenu des documents, c'est aussi lié à un facteur humain important. Des gens qui vont parce qu'ils ont besoin de retrouver facilement. Ils vont dupliquer dans des dossiers des documents de manière à les retrouver. Ils vont avoir peur de perdre des documents et donc ils vont faire des sauvegardes régulières. Ou alors, on est de plus en plus confronté aux problématiques de ransomware et on va essayer de sécuriser encore et encore pour éviter les ransomware. Donc, on est dans un process où les dark data représentent non seulement une empreinte carbone importante, mais aussi un coût pour les entreprises très significatif. Donc, l'objectif qu'on s'est donné chez Innovation and Trust, c'est d'essayer de réduire cette empreinte carbone de 10 à 20% au niveau des dark data, et ça sur un schéma à 5 ans. Donc, pour y arriver, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Data Content, et sur laquelle on amène un outillage pour aller aider à la gouvernance de l'information et donc éviter tous ces aspects liés aux dark data. Évidemment, l'objectif, je le disais tout à l'heure, c'est de faire prendre conscience aux entreprises de leur empreinte carbone quand ils stockent des données et de leur amener, je parlais du facteur humain, c'est l'essentiel derrière ça, c'est de leur amener des outils, des moyens de prendre conscience du fait que chaque document qui est posé sur un serveur eh bien, va consommer de l'énergie, va avoir une empreinte environnementale. Et donc, on a développé un outil qui s'appelle EcoData, qui est un calculateur qui fait que toutes les données qui tombent sur nos serveurs eh bien, vont faire l'objet d'un facteur d'analyse. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ces éléments d'analyse. Alors, ma diapositive ne veut pas avancer. Alors, Voilà. voilà. Donc, les éléments d'analyse qu'on propose se fondent sur le cycle complet qui se cache derrière l'élaboration du stockage sur un centre de service.
On va partir de l'analyse de tout ce qui est ressources abiotiques qui sont consommées pour fabriquer les serveurs, mais non seulement fabriquer les serveurs, mais amener tous les composants, faire toutes les distributions, tous les processus de tri jusqu'à la fin de vie, le recyclage. Donc on est dans une approche où le calculateur va prendre en compte le maximum d'éléments sur le cycle de vie complet des plateformes qui sont mises en œuvre. Les facteurs qui sont mesurés à travers cet outil se basent sur cinq éléments clés. D'abord, tout ce qui est gaz à émission à effet de serre. Ensuite, tout ce qui est lié aux ressources qu'on va extraire. Donc aujourd'hui, les ressources essentielles dans le monde de l'IT qui est le nôtre, ben, c'est le lithium qu'on va consommer in fine. On va ensuite s'intéresser à tous les aspects liés au rejet et à l'impact sur l'environnement. Donc, on sait très bien que des serveurs, des batteries de serveurs, des fermes de serveurs, ça consomme beaucoup d'énergie. Et l'objectif, c'est d'aller essayer de réduire cette empreinte-là et essayer de trouver des technologies et de faire évoluer les technologies pour aller vers de moins en moins de consommation de chaleur et donc de moins en moins de déperdition sur l'environnement. L'aspect des particules fines et enfin les radiations ionisantes, puisqu'on est dans l'IT, je parlais tout à l'heure de lithium en tant que ressource de base pour les calculateurs, mais il faut bien faire tourner ça avec de l'énergie. Et en France, l'énergie essentiellement utilisée aujourd'hui, c'est l'uranium qui produit de la ressource. Et l'objectif est d'aller s'orienter vers des énergies qui soient beaucoup plus saines, beaucoup plus renouvelables et avec moins d'empreintes sur notre environnement. Donc, si je cherche à donner quelques éléments complémentaires autour de l'action qu'Innovation & Trust cherche à mettre, l'objectif pour nous, c'est vraiment non seulement d'amener des éléments autour de la confiance numérique, mais d'essayer de faire, par un accompagnement permanent de nos clients, une sensibilisation sur l'amélioration des processus qui se cachent derrière. L'objectif n'est pas que de s'intéresser aux documents eux-mêmes et de s'intéresser à la globalité du processus qui fait que, eh bien, on va augmenter ce volume de dark data. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour identifier quels sont, dans leur activité quotidienne, les processus qui sont les mieux à même d'être optimisés et d'aller réduire non seulement d'un côté le temps passé et l'efficacité, enfin augmenter l'efficacité qu'ils ont au quotidien, mais aussi lutter contre les dark data et contre ce facteur de réchauffement climatique et l'impact global sur l'environnement qui nous entoure. Alors justement, une question, Joseph, quel est le retour de vos clients quand au discours vous associez des chiffres avec Ecodata? Est-ce qu'ils sont scotchés? Est-ce que la conscience, la prise de conscience se traduit en action Alors oui, la prise de conscience se traduit réellement en action parce qu'on voit aujourd'hui dans tous les appels d'offres apparaître de plus en plus d'exigences autour du respect de l'environnement. Et donc, c'est pour nous un facteur important et c'est aussi pour nos clients un élément important. Ça leur permet d'afficher des données réelles, d'afficher réellement la prise de conscience et d'avoir des éléments de mesure pour agir. Parce qu'on parle de gouvernance, mais en fait, comment est-ce qu'on peut espérer gouverner si on n'a pas les éléments qui permettent de mesurer l'impact que l'on peut avoir de manière à orienter ses actions? Et on verra un petit peu plus tard. On parlait d'IA au départ et c'est vraiment le sujet. On verra comment on peut amener ces éléments de prise de décision directement au niveau des IA. Mais c'est un peu de teasing, on verra tout à l'heure. oui. Donc, effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure comme aspect important, c'était d'amener les entreprises à changer dans leur processus. Et donc là, on a parlé d'IA et on a déjà mis en place, Caroline évoquait tout à l'heure, des sujets comme l'AGEC, par exemple, où on va utiliser l'IA pour aller faire de l'autoclassification et essayer de déterminer, dès qu'un document rentre dans l'entreprise, quelle est la meilleure personne, quel est le meilleur circuit pour adresser la réponse que l'on doit amener. Là, on est dans une étape un peu au-dessus du contenu du document, de l'analyse du document et de son contenu. On est vraiment dans la vision de quel est dans l'entreprise le process le plus adapté pour réaliser une tâche. Et on va utiliser les capacités d'apprentissage de l'IA pour aider les entreprises à analyser sur leur process les éléments qui peuvent poser problème, réduire les erreurs par exemple, amener des alertes pour dire ben, ce traitement-là est sûrement plus important que celui-ci, merci de le prioriser, amener de l'exécution au plus près du temps réel pour amener les gens à
être plus réactif, améliorer la qualité de service, améliorer la relation client au passage. Et en évoquant les coûts induits au niveau des entreprises et l'objectif globalement de réduire les coûts, il y a aussi quelque chose qu'on peut anticiper, c'est d'utiliser les facteurs prédictifs de l'IA pour aller essayer d'anticiper les ressources qui vont être nécessaires pour réaliser telle ou telle tâche, sachant que dans nos processus documentaires, on en parle régulièrement, on parlait de la nécessité de traiter des dossiers, de traiter des demandes. Il va falloir être capable de se dire, eh bien, le traitement de toutes les demandes entrantes aujourd'hui, ça prend tant de temps et si on passait par tel service de telle manière, ça serait peut-être plus efficace. Et l'objectif est d'aller, avec l'IA, essayer de maîtriser les coûts d'exécution, les coûts de process. Je parlais d'empreinte carbone tout à l'heure et d'impact environnemental. Si on est capable de pondérer les différents process aussi avec les éléments qui sont fournis par les outils d'EcoData, ça va permettre dans une entreprise donnée, pour un process donné, d'aller opérer le process le plus économique possible, pas simplement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et là, l'idée d'utiliser l'IA, c'est vraiment d'étendre son usage au-delà de l'analyse des données, à l'optimisation du processus. Et comme on est vraiment intéressé à cette notion d'améliorer les processus, d'accompagner les clients dans faire mieux, aller plus vite et être plus efficace, on s'est rendu compte que mettre en place des workflows, mettre en place des nouveaux processus, ça exigeait à l'IT de discuter pas mal de temps avec les métiers pour essayer de comprendre, d'intégrer, de mettre ça dans les outils. On parlait tout à l'heure de casser les silos et l'objectif est bien là d'aller amener des processus qui soient le plus transverses possible au niveau de l'entreprise et d'aller faciliter cette notion de casser les silos pour essayer de collecter toutes les informations, de les faire passer sur la plateforme la plus à même de la gérer proprement. Et ça, c'est pas forcément trivial. Et l'objectif est, dans ce cas-là, d'utiliser l'IA sous un aspect génératif et d'être capable, comme on le fait dans l'exemple qu'on donne ici, on demande à ChatGPT de générer un code pour faire une certaine fonction ou de relire un code pour essayer de l'optimiser. Nous sommes partis dans la stratégie de demander à l'IA d'aider nos clients à produire des process à partir d'une expression métier. Donc, permettre aux utilisateurs métiers, aux acteurs métiers, juste d'expliquer ce dont ils ont besoin et de laisser l'IA générative utiliser les composants de base qu'on leur a mis, appuyer sur nos infrastructures et donc sur les meilleurs processus que l'on a pu élaborer avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux savoir-faire, avec les nouvelles best practices et d'amener l'IA à composer le process cible à partir d'un assemblage automatisé à l'écoute des utilisateurs métiers. Donc ça permet non seulement de réduire globalement l'effort nécessaire pour mettre en place de nouveaux processus, mais ça permet aussi de rendre ces nouveaux processus complètement dynamiques. Et chaque fois qu'on a une évolution dans une des briques d'amélioration, que ce soit côté infrastructure, on va pouvoir améliorer les plateformes et qui implique de changer un certain nombre d'éléments en amont, ou que ce soit par rapport à des exigences réglementaires, par exemple, de nouvelles exigences réglementaires qui vont faire en sorte que certains process doivent être améliorés pour que les documents prennent une valeur probatoire. Tous ces éléments-là vont pouvoir être mis à disposition des utilisateurs métiers avec des interfaces naturelles extrêmement simples où l'objectif est juste d'exprimer ce dont on a besoin et laisser l'IA générative travailler en arrière-plan. Donc ça, ce sont vraiment les pistes sur lesquelles nous travaillons. Depuis l'idée d'améliorer la gouvernance de l'information, on est là dans une recherche de manière exhaustive à essayer d'assembler tous les éléments qui vont permettre à nos clients de bénéficier d'une plateforme de gouvernance globalisée où on va pouvoir mettre en place les meilleures pratiques de la manière la plus transparente possible, avec le minimum d'efforts, évidemment. Écoutez, merci messieurs. Alors je pense qu'on a finalement quatre pistes, quatre pistes pour répondre à cette question qui est posée dans le titre de cette session. Quelle solution pour assurer la gouvernance de ces documents et de ces données? Donc, si je résume, c'est la fédération de contenu et le fait de pouvoir rechercher depuis un point unique l'information. 2, c'est faire la chasse au dark data pour baisser ses coûts et son empreinte et son impact, son empreinte environnementale. 3, utiliser l'IA donc pour détecter, masquer, dédoublonner et repérer tout ça. Et
4, optimiser et automatiser vos processus grâce de nouveau à l'IA. J'ai résumé correctement? Si oui, alors peut-être pour conclure en quelques minutes, de manière concise chacun, quelle serait votre conclusion sur tout ce qui vient d'être dit? Peut-être Joseph? Oui, effectivement. Donc, je l'ai souligné à plusieurs reprises, il est vraiment temps d'agir. On a en place de l'outillage, on a des plateformes, on a beaucoup de savoir-faire. Euh, les solutions dont on a parlé, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment en place, ça existe. Alors, tout n'est pas abouti complètement. Je parlais d'IA générative sur les process. On a quelques exemples un peu sympathiques à montrer, mais la réalité, c'est qu'il est désormais tout à fait possible d'engager une démarche. Donc, c'est valorisant pour tous les acteurs, en particulier pour les clients qui nous font confiance. On a la possibilité de mettre en place un traitement pertinent dès que les documents arrivent dans leur environnement, dans leur IT, on est capable de les prendre en charge et d'apporter toutes les améliorations. C'est vraiment un aspect important de prendre conscience qu'il n'y a plus de barrières technologiques. Il suffit de prendre la décision et d'avancer. Voilà, donc nous, on est à votre disposition en tant que partenaire pour démarrer ces démarches-là avec les clients qui seraient intéressés. Merci Joseph.